Bonjour. Bonsoir. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, dépendamment où on est. Comment vas-tu, Ghislaine? Ça va, ça va, ça va. Je suis un peu stressée parce qu'il y avait Oui, tellement de monde d'inscrits que quelque part, ça fait une petite pression quand même. oui, Hein. oui, je le sens aussi. Puis en plus, on avait tellement hâte de partager ça depuis des semaines qu'on en parle, que tu pars dans une direction, dans l'autre, que tu fais des liens. C'est gros, ouais, ouais. On va commencer tout de suite. Je pense que les gens déjà sont ici. Je veux déjà lancer l'invitation parce que c'est vraiment une conférence, mais aussi c'est l'espace pour vous de poser des questions. Donc, si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire pour que je puisse en faire part à Ghislaine qui, elle, va rester concentrée pendant qu'elle nous parle et développe un peu l'idée qu'on veut vous présenter aujourd'hui. J'aimerais tout de suite dire, on a fait 2 grands voyages, les gardiens de la Terre, les 4 ans de l'amour. Et là, j'aimerais savoir, selon toi, Ghislaine, qu'est-ce qui a été l'inspiration de quitter la meute pour trouver sa tribu? Grosse question. Oui, c'est vraiment l'inspiration. Je crois que les voyages, tout ce que je fais, c'est bien souvent d'une transe ou de quelque chose qui se passe ou d'une recherche qui m'amène vraiment ailleurs. Et là, j'étais en train d'étudier les effets de notre technologie sur nous, sur notre cerveau, sur ce qu'on devenait. Et peu à peu, en le projetant dans le futur, j'ai eu la surprise, parce que comment ne pas être surpris, de découvrir qu'on était peut-être à un croisement où il y a bien longtemps, il y a des milliers d'années, les hommes se sont trouvés dans le même choix que nous, sous un angle différent, mais c'est le même choix. Et c'est de là où, en associant notre façon d'évoluer aujourd'hui et cette période où de nomades, certains sont devenus sédentaires, où l'agriculture a transformé le monde, eh bien, c'est de cette période que j'ai eu le plus d'enseignements sur ce que nous vivons aujourd'hui. Et plus les événements tels que nous vivons dans nos pays différents se succèdent et nous effraient, plus le futur devient chaotique dans son expression, difficile de s'y projeter, plus cette rencontre de la meute qui est à nous, car nous sommes tous enfants de la meute, et cette quête de la tribu qu'on pourrait faire revenir en soi, eh bien, est un défi pour moi essentiel et je l'appelle le réveil. Voilà. Donc, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous. C'est ce voyage qui m'a amené doucement à comprendre dans quoi nous étions rentrés et que quelque part nous sommes dans l'apologie, dans l'expression la plus forte de quelque chose qui a commencé il y a des milliers, peut-être plus d'années. Oui, Voilà. tu parlais tout à l'heure justement de ce qu'on vit chacun dans nos pays. En ce moment, on sent beaucoup de colère. Et comment est-ce qu'on peut sortir de l'impuissance autrement que justement par cette colère, cette tristesse, cette impuissance qu'on ressent? Oui, c'est-à-dire que comment une meute est née? Je crois que c'est ça qui est important et pourquoi aujourd'hui les meutes apparaissent un petit peu partout et il y a le combat des meutes. C'est parce que quand l'avenir est incertain, quand on ne peut pas se projeter dans le futur, parce qu'on a des éléments qui nous font peur, à ce moment-là, le besoin d'avoir un éclaireur, un prophète, un visionnaire, quelqu'un qui connaît la recette pour nous aider à traverser la nuit devient essentiel. Et quand on a une technologie, écrit un profil pour chacun. Hein, c'est-à-dire que quand vous commencez à aller sur les réseaux, en très très peu de temps, vous avez votre profil qui est fait et vous le savez très bien. Et les informations que vous allez recevoir sont particulières à la réalité émotionnelle que vous avez pointée. Donc à partir de là, vous êtes enfermé dans un rêve qui est le vôtre au départ, mais qui va commencer à être coaché et drivé par une vision, une idée, une réalité qui est inspirée généralement par des fois un religieux, un politique, un aventurier, qu'importe, mais le plus grand rêveur tient avec lui la possibilité de réunir et de regrouper les individus. Donc, quand j'ai peur et que je me sens dans l'impuissance, quand je ne peux pas
m'affirmer parce que le monde me dépasse, eh bien, j'ai besoin d'un bouc émissaire, d'un endroit où me mettre en colère, où je me sens puissant. Et les histoires que l'on crée aujourd'hui donnent cette possibilité à chacun de retrouver le contrôle de son univers. Parce que quand vous avez un cerveau qui doit recevoir les informations du monde entier, il n'est pas fait pour ça. Donc, cette impuissance, car les informations, pour que le buzz marche, il faut que ce soit que des horreurs, donc vous êtes dépassé. Et quand on retourne dans son petit réseau et qu'on a une histoire plus à notre portée, on met l'impuissance, l'angoisse qu'on a sur la figure de quelqu'un ou d'une religion ou qu'importe, d'un petit qui est à côté de moi. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que je suis à nouveau puissant et actif, car toute ma peur, toute ma colère et toute mon impuissance, eh bien, vont être transformées dans une agressivité. Et ça, c'est un vrai, vrai danger aujourd'hui. Parce que la manipulation de notre technologie est loin d'être, comment dire, il suffit pas d'être intelligent pour la repousser. Hein. Je vais vous donner un petit exemple. Nos cerveaux actuellement évoluent avec les informations que l'on a. On voit que les enfants sortent beaucoup moins bien dans la rue, quelle que soit la réalité, même dans les villages où il se passe pas grand-chose. Mais si je vous dis juste une chose, voyez, moi je suis née à l'époque où les hommes, on leur a autorisé, c'était un super cadeau, on leur a autorisé d'exprimer leur sensibilité. C'était magnifique d'arriver à ça. Et nous, on nous a donné la parole. C'était super. Et cette sensibilité s'est exprimée, par exemple, au niveau des enfants, dans un pot à pot avec le père et la fille quand elle a 3-4 ans. Essayez d'imaginer aujourd'hui un garçon dans sa baignoire avec sa fille de 3 ans. Et essayez d'être honnête dans cette vision. Vous verrez que quelque part, vous allez y mettre fou. Alors que quelque temps avant, vous ne l'auriez pas fait. Parce que vous auriez compris qu'il n'y a pas du sexe partout. Cela arrive, bien sûr. Mais dans la grande majorité, on a juste une sensibilité qui s'exprime. Donc, notre cerveau peut tout d'un coup trouver qu'il y a plus, par exemple, d'étrangers qu'avant, alors que ce n'est pas forcément vrai si on regarde les chiffres. Voyez-vous, la manipulation, elle est très douce. C'est par des films, c'est par des jeux, c'est par des vidéos, c'est un schéma très simple. Et il faut apprendre aujourd'hui à ne pas être séduit dans un rêve qui nous rassurerait. Et c'est une technique. Parce que moi-même, je me fais avoir. Hein. Il y a des fois, je me dis, ah, mais c'est pas possible que je pense ça. Pas moi, mais oui, moi, ça y est aussi, j'y suis, je suis partie du club. Donc, quand j'ai vu que cette technologie arrivait à jouer avec moi, vraiment, j'ai commencé à chercher en plus à savoir l'origine. Comment on en est arrivé là? Car quand on veut comprendre une situation, il faut remonter à la source. Et tant qu'on n'a pas la source, on ne peut pas savoir ce qui se passe en soi. Hein, on est de la lumière, on est des atomes, ils ne meurent jamais. Donc, on a l'âge du monde. C'est quand même intéressant de voir comment ça s'est passé pour nous. Et c'est ça que j'ai travaillé, c'est cette source. Ouais. Alors, est-ce que je parle de la source maintenant? Ça va? Oui, mais juste avant, il y a une question que je l'ai trouvée intéressante sur les gens qui sont sur YouTube. En passant, on leur dit bonjour. La personne dit, n'est-il pas, le plus important n'est-il pas de sortir de la grotte de Socrate-Platon pour ne pas recevoir les informations sur lesquelles nous sommes impuissants? Recevoir des informations, ça dépend comment on les reçoit. Les informations pour les informations, ça tue l'action. Quand je parlais à un de mes petits-enfants, je leur disais, tu sais, nous rentrons chez Voltaire parce que ta façon de connaître la réalité sera mesurable au pas que tu peux faire. Tu vas avoir le territoire de l'homme à nouveau. Là, tu sais qu'il pleut vraiment parce que tu es là qu'il pleut. Tu sais que ton voisin est comme ça parce que tu le connais. Tu connais ton monde parce que tu expérimentes ton monde. Tant qu'on aura un petit territoire, on aura accès à une réalité sensorielle. Mais aujourd'hui, le territoire devient de plus en plus petit. On a de moins en moins besoin d'avoir des appartements grands. Il suffit d'avoir un bureau et de poser un portable et on a son monde qui s'ouvre à l'intérieur. Donc, l'accès
à la réalité de la connaissance n'est pas la même que l'accès à l'information. S'informer, c'est intéressant, mais connaître, c'est beaucoup plus performant. Je ne peux pas savoir ce qui se passe dans un pays en guerre parce que moi, je n'ai pas connu la guerre. Mais je peux savoir quand quelqu'un est dans la rue, qu'il a faim, que je suis là, moi, quelqu'un qui mange bien. Et à ce moment-là, mon comportement, oui, est sous mon contrôle. Et là, je peux regarder le monde. Mais quand mon cerveau est amené par le rêve, je peux voir dans celui qui est par terre un feignant. Et je dis, oh là là, qu'est-ce qui profite de moi? Je ne sens pas ce qui se passe. Je ne sens pas sa détresse. Je ne rentre pas dans la vibration du corps. Je suis dans ma tête qui exprime un rejet. Et quand on ne veut pas voir le monde tel qu'il est aujourd'hui, on voyage avec nos rêves. Et on a quelqu'un qui l'a très très bien compris, c'est celui qui a Apple, je crois, enfin je ne sais plus, c'est celui qui, Bill Gates, hein, Oui. qui carrément là maintenant va voir les lunettes comme ça, on est sûr et tranquille qu'on ne sera plus jamais dans la réalité pour aller chercher son pain. C'est quand même intéressant. Mais comment on en est arrivé là? Donc, l'information nous noie et elle est vécue à travers un écran. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas la sensibilité, sauf celle qui est habituelle à l'esprit. Quand je regarde un film, ce qu'on a appris, c'est que le film, c'était du cinéma. Ce n'était pas la réalité. On peut s'autoriser dans un film, dire ben, tue-le. Ce n'est pas un problème, c'est un film. On sait très bien que dans la réalité, on ne tuera pas. Mais quand mon monde est tout le temps sur l'écran, quand la réalité d'une guerre apparaît, je n'arrive pas à connaître la réalité par rapport à un film de guerre. Je ne peux pas. Je le vois à nouveau avec ma tête. Mon corps n'est pas révolté, ne s'étouffe pas, n'a pas la sensation de qu'est-ce que c'est qu'une destruction. Certains, bien sûr, y arrivent. C'est parce que, je veux dire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que notre conditionnement actuel, avec le besoin de travailler, le Covid a accéléré encore les choses, mais la technologie aide énormément, fait que le corps s'endort. Et savoir ce qui est de l'ordre du réel, de la sensation au rêve dans lequel on marche, devient de plus en plus difficile. Nos peurs sont souvent des habits que l'on a pris sur un écran. Oui. Ce que j'aime aussi, c'est quand tu parles de l'algorithme, effectivement, que aujourd'hui, on est dans ce monde virtuel, les réseaux sociaux et tout ça. Quand on aime quelque chose ou qu'on regarde plus de 10 secondes une vidéo ou quelque chose, l'algorithme est tellement rendu intelligent qu'il va nous envoyer encore plus de ça, comprendre que c'est ce qui nous intéresse. Donc, notre monde se rétrécit et devient de plus en plus... Donc, on se répète inconsciemment toujours les mêmes choses, toujours, et on pense que c'est que ça. Oui, mais l'algorithme, il a amené quelque chose et à nouveau une perception du monde qui passe par j'aime ou je n'aime pas. C'est-à-dire, ce n'est pas la raison, là par contre, qui se met. On me dit quelque chose et c'est la sensation que ça produit. Je m'ouvre ou je me ferme. Si je m'ouvre, je mets j'aime. Et j'ai même pas la peine de finir la vidéo. J'ai même pas la peine de voir la fin du documentaire. J'aime, pouf, j'appuie. J'aime pas, pouf, je ferme. Et on arrive à ce schéma où c'est ouvert ou fermé. Ouvert ou fermé. Ce qui fait qu'ensuite, quand on parle à quelqu'un, dès qu'il est contre, pof, c'est fermé. Ça ne m'intéresse pas, ce monde. Il y a quelque chose qui se passe qui est fort. La concentration, par exemple, disparaît quelque part et on voit bien que sexuellement, ça va poser un problème parce que déjà, c'était 7 minutes. Alors maintenant, je ne sais plus combien ça va être. Ça va être vraiment long. Mais on ne peut plus lire un long article. Si la lettre est trop longue, on ne va pas jusqu'au bout. Donc, il y a cette façon de mettre le monde en slogan, une pensée réduite qui fait que l'action est oui ou non. Et c'est ça qui est difficile. Mais comment on est arrivé là? Parce que ce qui m'intéresse quand je dis quitter la meute et trouver sa tribu, c'est que nous avons été élevés dans la meute, mais la meute, ça vient d'où? Et je vais vous parler de ça maintenant, parce que l'histoire est passionnante. Quand l'homme était nomade, jusque-là, il avait un comportement parfois de meute et un comportement de tribu.
quand c'est qu'il avait un comportement de meute, quand il y avait, je ne sais pas, un intempérie, quand il y avait une agression qui se présentait, au moment où il y avait la menace, celui qui était le mieux adapté pour faire face à cette menace prenait le lead. Il devenait celui qui était le chef pour montrer sa vision. C'était parfait. Et quand il avait fini, que ce soit la guerre ou le reste était passé, on lui enlevait son titre de chef, il revenait dans le cercle, ou alors on avait l'humour de le mettre à ce moment-là chef, mais pour un chef, un grand chef, pas un chef de guerre, un chef qui lui avait la propriété d'avoir aucun pouvoir, d'être au service des autres et ne pouvoir que parler. Donc, l'opposé des qualités qu'avait l'autre. Et on maintenait ainsi la participation de chacun, parce que si c'était pour construire un abri, c'était quelqu'un d'autre pour ceci, mais on ne se spécialisait pas parce que l'environnement étant changeant, la qualité créative émergeait selon la situation. Mais on retrouvait la particularité d'être dans la tribu, c'est-à-dire qu'après l'événement, chacun parlait de ce qui s'est passé et apparaissait la connaissance générale. Il suffit Pierre Classe, vous verrez, c'est super parce que ça, c'est l'époque où certaines tribus ont gardé ça et d'autres ont découvert l'agriculture. Alors, il faut savoir que ces tribus qui ont gardé cet esprit qui fait que de temps en temps, il y en a un qui est le lead, puis on revient au cercle, ce sont celles qui ont refusé l'agriculture. Maintenant, on a découvert qu'ils l'avaient, comme ils avaient la roue, mais ils la mettaient en jouet, ils avaient la connaissance et ils l'ont refusée. Il faut bien comprendre ça parce que c'est exactement ce qui se produit aujourd'hui pour nous. On a la possibilité, est-ce qu'on va aller au bout ou pas? C'est quand même ça. Et ceux qui ont créé l'agriculture, qui sont rentrés dedans, qu'est-ce que ça a entraîné? Une sédentarisation. On est devenu sédentaire. C'est-à-dire qu'on a créé un territoire où on pouvait rester. Donc l'immobile s'est mis en place, ce qui n'existait pas. Et si vous vous imaginez dans une prison, comme la chanson d'Édith Piaf, et que vous êtes immobilisé, ben, il n'y a plus que vos rêves pour pouvoir vous faire voyager. Plus je suis enfermée, plus mon imaginaire se développe. Mais pas que. Quand on a une vision, enfin une vision, une société qui est nomade, par exemple, pour les enfants, et il faut réguler la maternité. Parce que au bout de 3 ans, un enfant peut marcher, alors que jusque-là, ça ferait 3 portées. Donc, les femmes avaient une capacité à réguler tous les 3 ans ou 4 ans la possibilité d'avoir un autre enfant. Mais quand je suis sédentaire, la population peut se développer beaucoup plus, puisqu'il n'y a pas à quitter le lieu. Ce qui fait que des clans sont nés. Et dans le rêve partagé, qui était au départ, les tribus partagent un rêve, mais c'est dans un cadre. Après, il y a la réalité qui les secoue. Dans ce rêve partagé, celui qui gagne le meilleur rêve inclut la tribu dans ce rêve. Je vous donne l'exemple du premier mythe du rêve. C'est la pomme. Manger une pomme, ça ne va pas vous faire mal. Mais si je pense que cette pomme est le péché, le mal, ce qui va détruire ma vie, c'est la pensée de ce qu'elle est, qui une fois que je la croque peut me détruire. Mais combien de fois vous avez des actions qui vont être terribles parce que vous lui mettez une portée qui n'est pas la portée réelle, qui est la portée de vos rêves. Et on rentre dans ce monde où le rêve crée la situation de stress, crée la situation que l'on connaît, hein, avec des constructions, des visions, et à partir de là, chacun espère qu'une chose, c'est habiter le rêve commun. Et on a développé ça. Et aujourd'hui, la planète entière se bat sur les rêves. Et selon le pays, chacun voudrait avoir l'hégémonie d'amener son rêve dans l'ensemble de la Terre. Et c'est pour ça qu'il y a des guerres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, les meutes qui obéissaient à un rêve, alors que ce soit un rêve religieux, que ce soit un rêve politique, qu'importe, mais il fallait rentrer dans le moule. Et donc, quand vous naissez dans la place du rêve de votre culture. C'est ça qui est important de comprendre. Pas dans la réalité, dans la classe du rêve. Si dans le rêve, par exemple, ceux qui sont riches, c'est ceux qui ont été bénis, et ceux qui sont pauvres, c'est ceux qui doivent avoir une punition pour plus tard, dans une autre vie, être riches, vous comprendrez bien que rien ne va bouger. C'est pas
possible. Donc, c'est le rêve qui commande la réalité. Ce n'est pas tout le monde doit manger. C'est pas possible. Donc, ce rêve-là, qui a été poussé à l'extrême, à un moment, on a eu besoin de retrouver la tribu. Et là, on a créé la démocratie. Eh oui, c'est-à-dire on a essayé de retrouver cette respiration où il se passe quelque chose, il y a un parlement, il y a des regards croisés, on a essayé de mettre la science avec la philosophie, avec la spiritualité, à nouveau un regard croisé, c'est ce temps des lumières qu'on a tous aimé et utilisé, où on était dans les schémas systémiques de l'être humain et on espérait que les visions croisées allaient donner une autre réalité, un autre possible où l'adhésion serait complète. Ça, c'était super. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Partout, on retrouve la rigidité avec la destruction de nos députés, enfin de nos parlements, de nos outils, et on voit bien que la science est d'un côté, la spiritualité de l'autre, on a découpé toutes les en expertise, on fait en sorte que la systémie, la vision croisée disparaisse, on a des experts pour tout, et de ce fait, aujourd'hui, eh bien, la rigidité crée les dictatures qui reviennent, car il faut enlever le pouvoir à cette multiplicité de possibles qui mettent, bien sûr, qui prennent du temps, alors qu'on court à une vitesse, pas de la lumière, mais tellement. Si je dois trouver un consensus, j'ai besoin de temps. Et on n'a pas de temps, on est dans l'immédiat. Je veux, j'ai, point, c'est comme ça. Donc, dans cette rigidité qu'on met en place, ça va être difficile à chacun de trouver sa place. Et aujourd'hui, on se dit, mais comment on va être dépassé? C'est là où l'impuissance vient et où le besoin des fois de violence, de se battre, et ça nourrit à ce moment-là le même système vient. Et c'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, on a une technologie qui se développe à une vitesse super, comme l'agriculture, en train de figer des tribus d'une façon incroyable, en les amenant dans un monde qui n'existe pas. Dans un monde qui n'existe pas. On va se battre pour un monde qui n'existe pas, au lieu de se battre pour un monde qui est en souffrance grande. Et c'est là où il faut faire comme pour l'agriculture. Stop, il faut modérer, remettre l'outil au service de l'homme et pas l'homme au service du rêve, grâce à l'outil. Ouais. Il y a quelqu'un qui a dit, moi, pas de tribu, pas de meute, je veux appartenir à rien. Peut-être ce serait intéressant d'expliquer ta vision, la différence, la meute, la tribu, entre le comportement, l'appartenance. Je trouve ça super intéressant, cette vision-là. Ben, la meute, de toute façon, elle y est. Quand on est dans un monde. Et on est dans une culture familiale. À l'intérieur de soi, on a diverses parts. On a la petite tribu à l'intérieur de soi qui est là. Et dire « je ne suis pas là », c'est exactement l'idée qu'on peut être expulsé. Alors, rejeter, expulser ou s'isoler. S'isoler. Dans la nature, si vous n'êtes pas un ours qui sait s'isoler et aussi revenir de temps en temps, ben, si on est isolé, même une cellule, si les autres ne lui disent pas tu es là, elle meurt. Parce que nous sommes vivants et nous sommes des êtres de lien. Donc, être contre, c'est toujours être avec. Être loin, ça reste quand même. Que je sois dans la marge, je suis toujours dans la page. On ne peut pas quitter le monde, alors on meurt et on est dans une autre expression du monde, ça c'est possible. Mais vouloir se fermer complètement, c'est avoir un autre imaginaire, c'est-à-dire le sien, qui fait que je dis que tous les autres imaginaires, je ne veux pas les vivre. Je ne suis. Alors que la meute, elle est en nous, puisque la partie qui est fermée, tiens, la partie qui pense, le monde est monstrueux, je ne veux pas en faire partie, très bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle empêche celle qui a des amis d'en avoir, elle empêche celui qui devrait être dans le travail, sociabilisé d'en avoir, puisqu'il ne faut pas être dans le monde. Donc, elle empêche toutes les parties différentes, la mère, la fille, le fils, etc. Elle empêche toutes ces parties d'exister, parce que la seule qui règne, c'est le monde ne vaut rien. Donc, elle est une meute. Parce que c'est ça la meute. On a une meute en soi. Chaque fois qu'une partie de nous reste toute la journée le leader. Si
Je suis chirurgien, supposons. Pendant que j'opère, j'ai intérêt d'avoir confiance en moi à 100%, d'être celui qui sait. Mais si j'amène le chirurgien à la maison, quand mon fils me dit une possibilité, je dis non, c'est comme ça. Quand ma femme veut quelque chose, je dis non, c'est comme ça. Parce que le chirurgien est toujours là. Ouais. Et dans ma tête, je suis quelqu'un qui sait. Toutes les autres parts de celui qui ne connaît pas, de celui qui peut être fragile, de celui-là ne peuvent pas exister. Donc, on nous a appris à être qu'un, à être un seul personnage. Si je suis un gagnant, je dois gagner même au Monopoly. Donc, c'est la tyrannie du rêve de qui je suis. Alors que nous sommes une tribu et chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, une part de nous s'éveille. Mais par contre, je peux dire, moi, je tuerai jamais personne. D'accord ? Mais il se peut qu'il y ait une partie de moi qui, quand je suis agressée, que je suis menacée de mort, va tuer l'autre. Mais elle est venue parce que les conditions ont été réunies pour qu'elle s'exprime. De la même façon, il y aura celle qui aime son enfant, qui sera d'une tendresse qui ne pourra même pas leur lui donner gifle, qui sera là aussi. Tant que je garde, et c'est ça le travail que j'aime faire, c'est d'amener chacun à trouver la dynamique de la tribu qui est en lui, où chaque être est une part qui éveille l'autre, et qui fait que ce mouvement de leader d'une part vient du contexte réel, du contexte réel, pas de mes peurs qui ont créé, ou du monde virtuel qui ont créé un personnage qui doit dominer l'ensemble des parts que j'ai, ce qui fait que je ne peux pas parler à un tel, je ne peux pas être sensible comme ci, comme ça, si je suis ça, et on ne se rend pas compte, mais nos rêves deviennent nos prisons. Et ça finit en cauchemar le 3/4 du temps. Oui. C'est ça. C'est vrai. Ce que j'aime beaucoup dans ton approche qu'on a vécu aussi avec les 2 autres voyages, c'est vraiment que ce qu'on nous propose, c'est des choses tangibles. Moi, par exemple, en ce moment, avec des ados, comment je peux intégrer ce que tu enseignes? C'est pas que des concepts, encore une fois, qui vont nous faire du bien pour la tête et nous calmer et tout ça, mais vraiment des choses tangibles avec des défis, des transformations qu'on voit en soi. Et ça, c'est la richesse vraiment de ton enseignement. J'ai une question à te poser. Parce que là, je te lance des fleurs, puis je sais que tu vas faire « Oh oui, merci! » Une question à toi. Quel serait pour toi le bénéfice en ce moment? Parce que on vit vraiment des grosses transformations. On se sent impuissant avec ce qui s'en vient. On en parle souvent, toi et moi, à quel point ça nous affecte. Quel serait le bénéfice aujourd'hui pour toi, là, le premier urgent de trouver sa tribu? Le premier, c'est de découvrir en soi son conditionnement, c'est-à-dire comment j'ai créé ma meute. Et la meute, elle a 4 dimensions. Il y a moi, mes expériences qui ont créé la meute, la culture de ma famille qui a créé une aussi vision du meute, la culture de mon pays qui a créé, ou de mes pays, ça, si je suis immigrée, qui ont créé aussi une vision, et la culture de la Terre, la planète. Ces 4 dimensions aujourd'hui bougent. Et on est reliés. La vibration des 4 nous touche très très fort. Donc, c'est d'abord comprendre de quelle façon je suis construit. C'est la base. Quelle est ma meute? Ensuite, comment je les traduis dans ma vie? Quelles sont les parts de moi que j'accepte, celles que je n'accepte pas, et quel est le personnage principal auquel je dois être fidèle, même si je souffre le martyre. Si je dis la vie est un plat de merde, entre guillemets, bien sûr, je vais faire en sorte que toutes mes parts vivent des situations catastrophiques. Parce qu'on a toujours raison dans la création de nos rêves. Alors que la réalité peut nous donner tort. La sensation peut me donner tort. Je pensais que c'était froid, ben non, c'est chaud. Souvent, en groupe, je leur dis, bon, alors il y en a qui disent j'ai chaud et tout. Je dis, écoutez, je vous assure, c'est la même température. Mais vous voyez, là, il y en a 2 qui ont trop chaud et 4 qui ont froid. Qu'est-ce qui se passe? On a la même température. Eh bien, c'est ça le monde. C'est ça, la réalité. Mais aujourd'hui, on est avec des outils. Donc, on te dit, non, tu n'as pas froid, il fait 20. Ah bon, d'accord, alors je n'ai pas froid. C'est un truc fou. Bon, on a des outils qui nous expliquent tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit. On est des machines qui sont vérifiées par des machines. Donc, comprendre qu'on est des êtres sensibles, ça fait très peur parce qu'une fois qu'on se met à être différent
un peu dans tous les liens que l'on crée et à s'ouvrir. On touche une réalité différente et des fois on ose aller ailleurs ou dans d'autres espaces qui dans notre culture ne seraient pas permis. Mais ce qu'il y a aussi d'important, c'est qu'on remet le monde à sa mesure. Du coup, on redevient puissant. Parce que quand j'éveille ma nature profonde, qui est variable, elle a un environnement, elle a une réalité qui émerge. Et comme je disais, si je me sais poisson, je sais que je serai près de l'eau. Si je me sais loup, je serai dans la forêt. Il n'y a pas besoin qu'on m'explique où je dois être. Or, dans le rêve, je peux décider d'être partout. Et je serai bien partout. Ça, c'est le rêve. Tout est fait pour moi. Quel métier tu veux faire? Ça n'existe pas, ça. Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer? Ça, oui. Mais ça, c'est prévu. Et du coup, on recrée le lien à l'autre. Et je pense qu'il y a aussi, ce qu'il y a d'important, c'est de découvrir comment notre monde a du pouvoir sur nous. Et comment, si je me laisse aller, je peux devenir un homme ou une femme que je n'aime pas. Et en me disant, je n'ai pas le choix. Parce que très souvent, c'est la phrase que je vais sortir. Je n'ai pas le choix. Si je me laisse marcher dessus, je n'ai pas le choix. Et combien de gens, après un certain emballement, se retrouvent avec cette vision d'eux qui est plus terrible que tout à pardonner. Celui à qui on pardonne le moins, c'est à soi. Donc, voilà, concrètement, ça amène à être pas participant à cette folie dans laquelle on entre, et on va rentrer dans une violence très grande dans les temps qui viennent, avec beaucoup de niveaux, et garder son humanité. Il y avait une tribu à qui on a demandé de se battre là dernièrement dans une forêt, et elle a dit non, vous y allez, mais nous on monte, parce que si on se devient des guerriers, on ne saura plus parler à la terre. On aura passé un cap, on se sera endurci, on ne pourra pas le sortir. Et donc, je crois que le grand défi aujourd'hui, c'est de se réveiller, de ne pas avoir peur de ce que l'on voit. Quand je vois mes grands sols aujourd'hui qui ont 50 ans, qui sont malades, bien sûr que j'ai les larmes aux yeux et je me dis, oh non, ils vont s'en sortir. Mais au fond de moi, je sais bien que je devais accompagner ce paysage qui va mourir et qui sera replanté et que je ne les verrai jamais grands. Mais justement, parce que j'aime la terre, parce que je sens la terre, je peux, comme près d'un enfant malade, dépasser ce corps abîmé pour regarder encore la joie et le bonheur que j'ai à être près de lui. Donc, oui, pour devenir les soignants, les accompagnants de la terre, mais surtout pour découvrir qu'appartenir au monde sensible est bien plus exaltant que d'aller dans le rêve de quelques-uns. Car on ne vit pas sa vie, on se projette dans la vie de milliers de personnes. Il faut quand même s'imaginer que pour se détendre, un petit policier avec un tueur en série et puis des cadavres à tour de bras, c'est le pied. On appelle ça se détendre. Qu'est-ce qu'on fait? Comment, dans un monde où la détente passe par le fait qu'on élimine ceux qui ne sont pas adaptés, eh bien, qu'est-ce que ça donne aussi en soi? Si tu fais pas la règle comme tout le monde, tu es détruit. Bien. Alors, voilà. Je crois que c'est important aujourd'hui de travailler à ça, plus que tout. Oui, il y a 2 personnes qui se ressemblent dans leurs questions, qui disent justement travailler là-dessus, mais comment est-ce qu'on peut y arriver quand Mélissa a dit quand je sens que j'ai été mal construite ou que je suis trop sensible. Est-ce qu'on peut y arriver? On n'est jamais trop sensible. C'est que de l'eau, Comme je disais dans une vidéo, c'est du champagne. C'est-à-dire, chaque fois que je pleure, je nettoie l'âme. Alors, quel est le problème? Mais la sensibilité veut dire que vous n'êtes pas un robot. Donc, ça va. Chaque fois que vous êtes sensible, vous dites, chouette, je suis pas nia, d'accord. C'est super, c'est super. Mais alors qu'évidemment, le contrôle, la maîtrise de soi, on voit bien que même dans les hommes politiques, quand il y en a qui perdent et qui parlent avec le cœur, on dit, oh non, ça, il a perdu son contrôle. Un homme politique, il est froid, quoi. C'est une intelligence artificielle. Voilà, c'est à peu près ça. Et on est choqué quand quelqu'un parle avec le cœur aujourd'hui. Quand quelqu'un a le transport, ça devient presque un terroriste. Donc, la sensibilité fait peur dans un monde où ceux qui vont être de plus en plus les copies de l'être humain, qui sont l'intelligence artificielle. On a fait
des études, par exemple, sur les médecins. Hein, on a fait sur Google, ils ont vu beaucoup de médecins et puis les médecins, ben, ils avaient des meilleures réponses que le médecin traditionnel et surtout plus d'empathie. Alors ça, c'est le mot empathie que je ne suis pas encore arrivée à accepter parce que de savoir, et c'est vrai, comme on étudie tout ce qui marche, hein, pour quelqu'un, eh bien, il a le temps, puisqu'à la vitesse où va son cerveau, il a plus de temps que le médecin généraliste ou le médecin spécialiste, mais qui, lui, avec le débordement, ne peut pas donner tout le temps. Donc, lui, il a toutes les informations, 10 fois plus d'informations et l'empathie. Et l'empathie, c'est terrible. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les robots qu'on monte, c'est plus des robots. Ils sont de plus en plus près du visage, de la d'un être humain. Donc, on veut les indifférencier. Le meilleur ami sera le robot et on peut y venir parce que nous sommes des narcisses dans le rêve. À qui je fais confiance? À moi. Ouais. Et je suis émerveillée de quelqu'un qui parlerait comme moi, qui dit comme moi. Et quand je vais avoir un algorithme qui va me créer un ami, mon meilleur ami, qui peut m'aider en étant dans ma pensée, pourquoi vous voulez que j'aille voir ailleurs? Mais ce n'est pas de la science-fiction, ça existe déjà. Ouais. Donc, là, il faut arrêter. Et la question, je reprends l'agriculture. Est-ce que parce qu'on peut faire tout ça, est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout de cette technologie? Est-ce qu'il faut faire en sorte, comme on l'a fait ce matin, on a encore envoyé des objets qui vont à nouveau connecter les objets, tout va être connecté. Oui, vous savez, la tribu avait une qualité, c'est de savoir que le corps était en relation avec les cailloux, la terre, le ciel, l'eau, les animaux. La relation, le dialogue y était. La relation avec l'univers y était. Puisque on voit bien qu'il y a des connaissances qui ont étonné, ne serait-ce que dans la médecine, où certains produits sont à 100 km l'un de l'autre, et si vous associez pas les deux plantes, c'est du poison, alors que quand vous les associez, c'est une médecine. Donc, il y avait une connaissance. Je me souviens d'un ami chaman qui me dit, bah, tu demandes à la plante. Voilà. Pour lui, c'était tellement évident que je ne comprenais pas pourquoi je lui demandais l'explication. Donc, cette connaissance qui était une connexion, nous l'avons transformée en connexion des objets. Et l'homme est devenu un objet. Et cette connexion des objets doit créer un rêve. Ce rêve. Rabbi, il disait, on est né dans une boîte. La première boîte, c'est cette fermeture quand il y a eu l'agriculture. Mais ensuite, on n'a pas cessé. L'école, c'est une boîte, tout le reste, c'est une boîte. Et aujourd'hui, quand j'apprends que Musk et tous ces milliardaires, ils créent quoi? Des bunkers immenses comme des villes sous la terre, des grandes boîtes pour supporter ce qui nous attend. Donc, quand la boîte devient le rêve des plus riches, alors, pouf, je préfère mourir vivant. Ça, c'est sûr. Je suis tout à fait d'accord. J'ai quelque chose aussi qui m'est venu, puis c'est drôle, il y a des femmes qui ont écrit aussi. Quand la sensibilité devient épeurante ou dangereuse dans la vue de certaines personnes, donc si je suis trop sensible, je vais m'effondrer ou ça va être dangereux pour moi. Quand je pense que le monde devient dangereux si je suis trop sensible. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Si je suis connectée à moi, je sais que je ne suis pas en danger. Bien sûr. Je peux m'effondrer, je me remonterai. Enfin, ou pas. Et alors? Aujourd'hui, le deuil, c'est 15 jours. C'est 18 mois. On n'est pas obligé de prendre du Lexomil. On peut traverser la douleur, les vallées des larmes, on est fabriqué pour la vivre. C'est cette peur de se noyer dans sa souffrance empêche de vivre, tout simplement. Et ça, à nouveau, c'est la tête. Je suis en amour avec quelqu'un. Je veux pas qu'il me quitte. Mais bonne mère, quand on se rencontre, c'est sûr qu'on va se quitter. La vie nous donne et la vie reprend. C'est une respiration. Quand je sens que je suis fabriquée pour ça, je n'ai pas peur de demain. Le chemin est suffisant. Pas l'objectif, le chemin est suffisant. Et c'est ça, retrouver sa tribu. C'est de savoir que même si vous étiez un bison dans un grand troupeau, c'est ce que j'ai été il n'y a pas longtemps, un bison dans un grand troupeau, dans une transe. Ce que j'ai appris dans cette transe, c'est que je courais, sachant qu'une flèche ou une balle pourrait me toucher, mais ce qui me faisait un bonheur fou, c'est d'être ensemble, de faire un galop, un galop, un galop. Le chemin vécu intensément
a un parfum d'éternité qui vous empêche d'avoir peur. Et c'est ça que j'aime, je crois, enseigner, c'est d'aller dans cette réalité qui fait si peur et qui est pourtant libératrice, alors que nos rêves nous enferment dans des visions du monde qui, elles, sont terrifiantes et entraînent des comportements qui le deviennent. J'adore. J'adore. J'ai regardé s'il y avait d'autres questions. Les gens ont commenté beaucoup. Merci pour les commentaires. Puis c'est bien, des fois, il y a des gens qui... on voit les difficultés qu'on vit. Puis ce qui est bien dans l'accompagnement, puis les voyages initiatiques, c'est, encore une fois, je répète, c'est vraiment de décortiquer et d'y aller étape par étape. C'est pas de tout de suite se mettre la pression de performance, de changer et immédiatement. C'est vraiment d'y aller en douceur, en compassion. Comme tu dis, c'est d'abord et avant tout faire confiance à notre sensibilité dans le processus. Oui, et puis ouvrir sa sensibilité, bien sûr, elle a des étapes. Quand si j'ouvre ma sensibilité, je vais prendre un truc très simple, aux animaux. Très bien. Je vais me moquer de tous ces gens qui disent, attendez, c'est horrible ce qu'on fait aux animaux, tout ça, je rigole, et moi, je mange mon entrecôte merveilleuse. Très, très bien, pas de problème. Maintenant, on m'amène dans les conditions de vie, là où il y en a des milliers qui vivent, qui ne voient jamais un brin d'herbe et qui sont tués mécaniquement. Mais j'y vais. J'attends pas l'information. Je regarde pas le film. J'y vais. Et si en sortant, j'ai envie de manger une entrecôte, c'est très bien. La sensibilité, par contre, quand elle va s'ouvrir, il se peut que quand je vois l'horreur, la seule chose que j'ai envie, c'est de détruire tous les gens qui font ça. Je vais devenir, en fait, aussi violent que la violence à laquelle je suis confrontée. Et à mon impuissance aussi. Donc, je peux rester dans la colère. Ou alors, je ramène à ce moment-là une confiance à la vie. L'homme est rentré dans une mécanisation du monde, dans un objet. Il a objetisé tout le monde. Même lui-même est devenu un objet, une fonction, une charge. C'est terrible quand même. Mais on est devenu ça. Et là, tout d'un coup, à travers cette horreur que je vois, je me rends compte que moi, c'est pas comme ça que je vivrai les choses. Que j'aurais besoin que la vache, si elle doit mourir et me donner son corps, doit avoir une vie avant une mort. Et qu'elle n'est pas un objet que je vais consommer, mais une compagne que je vais vivre avec. Si chacun, dans les mondes indiens, souvent, les chasseurs demandaient ou observaient la bête qui était prête. C'était un art de savoir ça, c'est le moment. De la même façon que j'ai une amie vétérinaire, quand elle doit mettre la fin de souffrance à un animal, elle dit « Ah, là, il n'est pas prêt, il n'a pas les stigmates. » Alors tout le monde dit « Mais il n'y a que toi qui les vois. » Elle dit « Oui, mais moi, je le sens là. » Là, il me l'a dit. Alors des fois, elle repart, elle dit « Ah non, moi, je ne vous le pique pas, c'est pas possible, il n'est pas prêt. » Et on avait ça. J'aimerais que mon corps soit mangé. De sortir de la chaîne du vivant, de nous mettre dans une boîte pour être sûr que la terre ne profite pas de nous, à commencer à nous mettre dans le rêve de l'homme qui fait croire qu'il est au-dessus du monde. Quand on retrouve la simplicité de l'humain, à ce moment-là, on a la grandeur du divin qui s'éveille en nous. Et croyez-moi, quoi qu'il arrive, l'amour de la vie étant présent, on a une amie à l'infini. Voilà. J'ai une dernière question qui est apparue sur le groupe Facebook. On salue les gens sur Facebook. Comment distinguer le rêve collectif influé par une vision faussée du monde et le rêve individuel qui se veut... ça a disparu. Un instant, je vais... Le rêve collectif ou le rêve individuel, quand on est... on commence à nous écrire une histoire dès la naissance. On te dit, par exemple, le monde appartient au plus fort. On met dans la compétition, c'est une vision du monde. Et moi, si je me sens pas douée pour la compétition, alors je suis hors du monde. Ce qu'il faut que je me coache, que j'apprenne quelqu'un qui me dise, faut te battre, etc. C'est ça, le schéma. C'est que le premier rêve, le rêve à soi est souvent détruit dès les premières années. Dès les premières années. C'est que on nous explique ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce que je peux, ce que je ne peux pas. Exactement. Et ceux qui sont les meilleurs à l'école sont les gardiens du rêve. Parce que quand la civilisation du rêve a pris le pas sur
la danse des réels d'hiver, eh bien, à ce moment-là, le livre, par exemple, a créé l'éternité du rêveur. Sa parole revient et elle le guide même quand l'autre est mort. Alors maintenant, avec la technologie qu'on a, on ne saura plus qui est mort et qui est vivant. Donc, c'est pour l'éternité. Mais le rêve, hein, les meilleurs élèves sont ceux qui recrachent le mieux ce qu'on leur a appris. Donc, ils sont les gardiens du système pour le faire évoluer. Et très souvent, on voit que quand on a pris des chemins de traverse, c'est souvent des élèves qui étaient au fond de la classe. Bien. Donc, quand elle pense qu'elle a que son rêve, cette personne, non, elle est en résonance avec un rêve qu'on lui a donné au niveau de la famille, au niveau de son pays et au niveau de la planète. Ça s'amène dans un schéma qui est aussi spirituel, parce que pour pouvoir contenir les gens sur cette planète, dans cet esclavage du rêve de quelques-uns, il faut pouvoir avoir mobilisé la mort, c'est-à-dire l'apport de la mort et le futur, hein, la rêverie future de l'éternité dans un monde déjà codifié où si tu fais ça, tu auras l'éternité. Si tu fais pas ça, tu vas être puni pour l'éternité. Ça a entraîné ce rêve qui est aussi celui qui guide l'incarnation est quand même incroyable. Donc, on a un ailleurs où ça serait bien. C'est peut-être pour ça qu'on a développé notre vision d'aller sur la Lune et tout ça, pour s'enfuir quand la planète sera invivable. C'est quand même toujours... Mais n'empêche que c'est des milliards qu'on met pour aller ailleurs, plutôt que de vivre le bonheur d'être ici. C'est quand même... Je ne sais pas, mais ça paraît... Quand on est dans la Terre, on dit c'est fou. Je vais essayer de semer dans un endroit où il n'y a aucune vie, et pour faire ça, je vais détruire la vie qui est ici. Et il faudra bien choisir à un moment, parce que toute cette technologie a besoin d'eau, hein, pour pouvoir garder les mémoires et tout ça. Alors à un moment, ça sera soit les machines qui boiront, soit nous. Exactement. C'est horrible. C'est horrible. Et c'est pour ça que si je rentre dans le rêve, dans son apogée, c'est important que je redevienne un homme, parce que là, je me dis, c'est un gamin qui joue, et de prendre en considération ce qui est vivant encore, ce que je peux faire aujourd'hui. Quand je ris avec quelqu'un, quand je prends quelqu'un dans mes bras, quand on fait une soirée où on découvre cette humanité qui est un gamin, on se dit, il est temps que l'enfant se réveille pour qu'il voit combien le monde est beau. Voilà, c'est ça que j'avais envie de transmettre. J'adore. Puis c'est aussi la route qu'on va faire ensemble pour ceux qui ont envie de la faire avec nous. Vous savez, c'est comme la trilogie. En fait, c'est le voyage qui vient peut-être fermer. On ne sait pas. Je dis ça, mais on le sait même pas. Mais bon, un voyage qu'on va faire. Oui, c'est ça. Sur 6 étapes où on va aller décortiquer ça, puis on va aller réellement apporter le changement. Tu sais, il y a des gens qui disaient comment on se sort de cette prison, de nos pensées, de nos rêves et tout ça. Bien, ça va être la route qu'on va faire déconstruire ça, être conscient premièrement de ce rêve, être conscient premièrement de cette prison qu'on a nous-mêmes souvent créée. Et qu'on ait une enfance tragique, parce qu'il y en a des fois qui disent « Oui, mais moi, c'est tragique, je suis venue au monde et c'était terrible dès le départ. » Rapidement, ton opinion à toi, est-ce que c'est possible quand même si on a des fondations de vie qui sont terribles, est-ce que c'est possible de vivre heureux par la suite, puis de trouver cette liberté en soi? Quand la blessure dans une société où on n'oublie rien devient une parure, on est foutu, parce qu'on est victime à vie. Et on doit porter comme un martyr ce qui nous est arrivé. Il ne faut pas oublier qu'on glorifie la souffrance. Par exemple, au début, je prends toujours cet exemple parce que je le trouve tellement merveilleux, quand le Christ est mort, on faisait un mec avec des poissons, parce que ce qui avait été extraordinaire, c'est qu'il ait pu faire la multiplication des poissons. Et puis, après, avec le temps, on a fait un homme qui, sur la croix, rigolait. Bien. Et puis, à un moment, on est arrivé à un homme qui souffre. Et à un homme à qui on fait dire « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, on crée le stress au dernier moment de la mort, avec une souffrance. Au lieu d'être dans la fête de Youpi, la résurrection, hein, non, on reste là-dedans. Donc, quand on a eu une vie difficile, il faut voir que le regard du rêveur, continue à nourrir la douleur. Parce qu'elle est bien vue.
Même si on est après dans une case qui souffre tout le temps, c'est ça. Quand on est dans ces sens, on sait que la vie nous sculpte et que les initiations que l'on prend, je ne connais pas une initiation qui n'est pas douloureuse. Mm. Donc, la douleur de la vie, notre initiation, elle crée notre sculpture. Et quand on laisse passer dans la blessure l'ouverture qu'elle a créée, alors à ce moment-là, on vole dedans. Ouais. Quand je laisse, par exemple, si j'ai eu une agression, il y a la partie agressée, mais il y a le fait que j'ai pu sortir de mon corps et être de l'autre côté. Il y a aussi le fait que j'ai survécu et créé d'autres choses. Ce qui m'intéresse, c'est de voir la force de la vie, quoi qu'on fasse. Et à ce moment-là, j'aime bien regarder un brin d'herbe qui traverse le goudron. Je me dis, yes, quel que soit ce que la vie m'a envoyé, je l'aime tellement que même à travers le goudron, je peux traverser. Voilà. C'est bien dit, j'aime ça. Très sage, comme toujours. Ben, je lance l'invitation en tout cas. Ghislaine, tu nous as ouvert des portes. Je sais que tu pourrais en parler jusqu'à demain de ce sujet. Oui. Donc, je vais mettre les informations. S'il y a des gens qui ont envie de faire la suite avec nous, Ghislaine apporte l'exposé. On a toujours un voyage pour vraiment aller intégrer ce qu'on parle et ce qu'on comprend avec la tête, vraiment dans l'intégration. Et moi, j'offre toujours le voyage chamanique à la fin pour aller justement le sentir dans le corps. Donc, c'est vraiment, on offre une dimension, une multidimension pour arriver à apporter changement dans nos vies. Et puis, on pense que c'est une urgence en ce moment. Donc, ça va nous faire plaisir d'ouvrir ce cercle avec vous à partir de septembre. Oui, et pour tous ceux qui sentiraient cette période du choix, c'est à cela que je m'adresse. Parce que pour les autres, ça a été sûrement un moment intéressant. Mais si vous pensez que, comme quand on a fait le choix de l'agriculture ou pas, on change la façon de sa vie. C'est pas fermer Internet, c'est pas arrêter ça. C'est très différent. C'est rester en conscience et y mettre des limites. Comme je vous disais, la roue existait, mais ils l'ont gardée en jouet. Donc, essayons d'être les maîtres de notre technologie en étant dans le corps, dans la sensibilité, parce que ça ouvre le cœur tout simplement. Et quand on ouvre le cœur, on ne peut pas être malheureux. On va pleurer parce qu'on n'a pas, mais on retrouve constamment comme une vague la vie qui vous pénètre et vous amène à avoir encore plus envie de partager. Allez. J'adore. Merci. Merci à tout le monde d'avoir été là. Ceux qui vont voir en rediffusion, vous pouvez toujours vous joindre à nous sur la route. On aime les gens, on aime partager. Donc, je vais mettre les informations en commentaire. Puis, si vous avez des questions, vous venez nous écrire de toute façon. Merci à toi, Ghislaine. C'était vraiment bon. Merci. Ciao.